Eh ben, bienvenue du coup à tous autour de ce 5e webinaire sur les produits organiques et leur utilisation en agriculture. Donc aujourd'hui, on va parler des engrais organiques locaux et un peu des retours d'expérience sur leur utilisation. Donc, comme vous le savez, hein, ça s'inscrit dans un cycle de 7 webinaires qui sont financés en partie par le projet Protège et la CPS via l'Union européenne et aussi en partie par l'ADEME. Et c'est une action du coup qu'on organise en partenariat avec nos adhérents que sont la Chambre d'agriculture et de la pêche, donc Nicolas est avec moi aujourd'hui, l'association Repère et la Décale Technopole aussi. Donc aujourd'hui, c'est le 5e, il en restera encore 2 pour finaliser cette série de webinaires. Donc pourquoi on fait ces webinaires? À nouveau, c'est pour renforcer les liens entre les acteurs de l'économie circulaire, donc en Nouvelle-Calédonie, et les acteurs de l'agriculture. On a vu déjà que la matière organique a vraiment un rôle au sein de la fertilité des sols et du coup, renforcer les liens entre ces deux univers pour aussi bien se comprendre et mieux utiliser nos produits organiques locaux. Donc, éclaircir certaines notions autour de la fertilité des sols, des amendements, des engrais, mettre en avant nos filières locales. On a la chance aujourd'hui d'avoir aussi un fournisseur avec nous, peut-être un deuxième qui va se connecter après. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions. L'objectif, c'est vraiment de bénéficier de conseils pratiques, de retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, si vous avez des questions à poser, on est vraiment là pour ça. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer? Moi, je vais vous faire une présentation à peu près 20 minutes, une demi-heure sur un engrais organique, qu'est-ce que c'est? Quels sont les engrais organiques locaux? Un petit retour d'expérience d'essais qui ont été mis en place. Et ensuite, avec l'appui de Nicolas Hugo, donc, qui est conseiller en santé végétale au sein de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, on aura, comme je vous le disais, un temps dédié aux questions-réponses. Donc voilà, pas hésiter et à vraiment bénéficier de ce temps-là. Donc si vous avez des questions au fur et à mesure, soit vous les mettez dans le chat, soit vous les gardez pour la fin et on traitera l'intégralité des questions dans la dernière partie. Donc, les engrais organiques locaux. On a vu dans un précédent webinaire qu'on a différents types de produits organiques, des engrais, des amendements, des biostimulants, des supports de culture, et qu'ils sont catégorisés en fonction de leur rôle. On l'a déjà vu, un amendement organique, son objectif, c'est vraiment d'entretenir le sol. Ça va jouer sur la partie fertilité physique du sol. Donc, ça va entretenir le stock de matière organique, améliorer ses propriétés physiques et ou chimiques et ou biologiques. C'était vraiment l'image du frigo. Quand on va ramener de la matière organique dans nos sols, on va potentiellement augmenter le frigo de notre sol. On a vu aussi qu'un engrais, qu'il soit organique ou minéral d'ailleurs, son objectif, son rôle, c'est d'apporter des éléments nutritifs aux plantes. C'est vraiment le plat de pâtes. Donc, on a de l'engrais à un instant T, ça nourrit, c'est vraiment le rôle premier. Et je vous ai remis là tout ce qui est fertilisant liquide. Là, c'est vraiment un produit qui est généralement appliqué en foliaire et c'est de la complémentation nutritionnelle. Ce n'est pas les éléments de base, mais c'est des éléments en plus. Ça, si vous ne l'avez pas vu, ce webinaire, ils sont tous disponibles en replay. Vous pouvez revenir sur ces notions. Mais voilà, je voulais bien vous remettre ça en tête pour démarrer cette présentation. Un amendement organique, comme on a vu, il va vraiment jouer sur la partie fertilité. Donc ça, pareil, c'est ce qu'on a vu dans les derniers webinaires, sur la partie fertilité physique du sol, donc la structuration du sol, sa stabilité structurale, sa capacité de rétention en eau. Il va aussi, en fonction du type d'amendement, il peut avoir une fonction nutritive et en tout cas apporter des éléments bénéfiques à la vie du sol et à tout ce qui est fertilité biologique du sol. Un engrais organique, il va plutôt venir impacter la fertilité chimique. On l'a vu, son objectif, c'est de nourrir les plantes. Donc, il va apporter des éléments nutritifs qui vont être minéralisés. Et comme il contient également de la matière organique qui est plus ou moins labile, plus ou moins fraîche, il va également avoir une partie boost du sol, apporter de la nourriture pour tout ce qui est micro-organismes, biomasse microbienne du sol et donc booster la vie biologique du sol. Il va quand même aussi avoir un impact sur la fertilité physique parce qu'il va aussi apporter de la matière organique stable selon le type d'engrais. Mais voilà, en gros, les grandes différences, elles sont quand même là. Un engrais, j'apporte quelque chose qui va booster ma biomasse de mon sol et ma plante. Et un amendement, j'apporte quelque chose qui va plutôt booster mon sol sur le long terme avec de la matière organique stable. Alors, un petit graphique, on ne va pas tout regarder dessus, mais je vous ai remis le cycle de l'azote parce qu'il faut bien comprendre qu'un engrais organique et un engrais minéral, ça ne fonctionne pas pareil. Un engrais minéral,
quand vous l'apportez à votre sol, l'azote est déjà sous forme minérale et c'est la forme qui est absorbée par la plante. Donc, il est disponible directement et absorbé par la plante. Quand vous allez apporter un engrais organique, vous allez apporter majoritairement de l'azote sous forme organique. Et cet azote organique-là, il doit forcément passer par de la minéralisation pour être transformé en azote minéral et disponible aux plantes. C'est pour ça que les engrais organiques ont aussi un aspect de vie dans le sol parce qu'ils ont besoin de la biomasse microbienne du sol pour être décomposés et pour faire cette minéralisation et donc cette transformation de l'azote organique en azote minéral. Donc ça, c'est vraiment une étape préalable obligatoire. Donc on a vraiment deux fonctionnements différents entre un engrais organique et un engrais minéral. Ce que je vous disais, l'engrais organique, il va déjà stimuler d'abord la biomasse du sol avant d'être rendu disponible aux plantes. Donc la minéralisation de l'azote, elle est nécessaire pour qu'il soit dans une forme disponible à la plante. Et donc, on va avoir une disponibilité qui est étalée dans le temps. 100% de l'azote ne sera pas disponible tout de suite. Ça va dépendre du type d'engrais. Par contre, ce qui est vrai pour l'azote ne l'est pas du tout pour les autres éléments. Le potassium des engrais de tout produit organique, généralement, est disponible à 100% tout de suite parce qu'il est sous une forme absorbable par la plante. Pour le phosphore, selon l'origine des matières organiques, il va être disponible entre 65 et 100%. Par contre, l'ensemble des oligoéléments qui sont nécessaires aux plantes sont généralement sous forme facilement assimilable et donc sont absorbables directement par les plantes. Donc, c'est vraiment l'azote pour lequel il y a une disponibilité qui est vraiment différente. Donc là, on va voir un petit peu les différentes caractéristiques d'intérêt pour les engrais organiques. On va regarder dans un engrais organique quels sont les teneurs en éléments fertilisants. Donc l'azote, et donc l'azote total, donc la quantité d'azote total qu'il y a dedans. Mais c'est aussi intéressant d'avoir un peu les différentes formes d'azote. S'il est majoritairement sous forme organique, vous savez qu'il doit passer par une forme de minéralisation et donc sera disponible un peu plus tard. Si maintenant il est, et on verra pour certains engrais, et notamment effluents d'élevage, il est majoritairement sous forme ammoniacale ou nitrate. Là, il est disponible directement par les plantes. Donc, ça va vraiment dépendre des formes d'azote dans le produit, les teneurs en phosphore et les teneurs en potassium. Et l'avantage d'un engrais organique par rapport à un engrais minéral, c'est qu'il va aussi contenir des oligoéléments qui sont essentiels aux plantes, le bore, le cuivre, le fer, le manganèse, etc. Il va apporter aussi de la matière organique, donc c'est un élément important à prendre en compte parce que ça va impacter la fertilité globale de votre parcelle. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi sa teneur en matière sèche pour savoir un peu sa concentration et notamment ses conditions d'épandage. Autre caractéristique d'intérêt, donc l'ISMO, l'indice de stabilité de la matière organique. On en a déjà parlé au dernier et avant-dernier webinaire sur les matières, sur les amendements organiques. Et du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, ça permet de revoir ces notions-là. Donc, l'ISMO, c'est un nouvel indicateur donc, qui est fait en laboratoire et qui mesure le potentiel d'apport de matière organique stable des différents produits. Il permet de comparer différents produits entre eux. Donc là, on voit sur le graphique des lisiers, des engrais, des boues, des composts. Et il permet aussi, au sein d'une catégorie, de positionner un produit. Donc, un ISMO fort, donc, qui est en pourcentage, exprimé en pourcentage de la matière organique, c'est par exemple ce qui est en bleu, en jaune ou en vert. C'est donc par exemple 80%, c'est un ISMO fort, donc 80% de la matière organique apportée est stable. Donc ça, c'est généralement dans les composts. Maintenant, les engrais organiques, ils se situent plutôt autour de 30%. Donc 30% de la matière organique apportée par les engrais est stable et donc va jouer sur la stabilité structurelle du sol, etc. Mais ça veut dire que 70% est plutôt frais, labile et va plutôt fournir de l'énergie à la biomasse microbienne du sol. Donc, plus l'ISMO il est élevé, plus on a un produit amendant, plus il est faible, plus la minéralisation est rapide. Autre caractéristique d'intérêt pour les engrais, c'est les cinétiques. Pareil, ça, je vous l'avais déjà présenté au dernier webinaire, donc vous pouvez retrouver les informations. Mais pour les engrais, c'est vraiment intéressant d'avoir les courbes parce qu'il y a deux choses sur ces courbes. Donc là, en abscisse, vous avez le pourcentage de carbone minéralisé sur le temps. Donc, c'est fait pareil en laboratoire sur un sol témoin et on voit ce qui se passe quand on apporte un engrais organique. Et si on regarde, par exemple, la courbe rouge en bas, déjà, elle n'a pas du tout la même allure que la courbe plutôt mauve-violet tout en haut. On est vraiment sur deux types de produits différents. En rouge, en bas, c'est plutôt un compost. Et on voit que même à la fin, au bout de 90 jours, on a 10% du carbone qui est minéralisé.
C'est un compost, c'est un produit qui est stable, il y a très peu de carbone énergétique, il va très peu fournir d'énergie à la biomasse du sol. Celui qui est mauve tout en haut, là, c'est de la farine de plume. Donc là, c'est vraiment un engrais organique où on voit que à la fin, 90% du carbone est minéralisé donc, et décomposé par la biomasse du sol. Et on voit même qu'on atteint 80% très vite, au bout de 30 jours. Donc, c'est quelque chose qui va booster très rapidement la vie du sol et être décomposé, minéralisé rapidement. Donc ça, c'est le pourcentage de carbone minéralisé. Je vous ai remis la table. Plus il est élevé, plus on a un effet fort sur la biomasse microbienne du sol. Plus il est faible, plus on est plutôt sur un amendement. À ça, on complète la cinétique de minéralisation de l'azote. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'azote, il n'est pas forcément disponible tout de suite, il doit être minéralisé pour être disponible aux plantes. Et là, à nouveau, on retrouve nos deux produits qui ont des comportements complètement différents. Si on regarde la courbe rouge, on voit qu'elle reste plutôt autour de 0, voire qu'elle est négative. Donc là, ça veut dire qu'on a un produit qui va fournir finalement très peu d'azote, voire même quand ça devient négatif, qui peut avoir besoin d'aller chercher de l'azote dans le sol pour être minéralisé et créer le process de fin d'azote. Et au contraire, notre farine de plume, là, on voit que dès le départ, elle va minéraliser assez rapidement et 30% de l'azote sera disponible. Donc c'est, je sais pas, peut-être au bout de 15 jours, donc ça fait 2 mois au champ à peu près, dans les bonnes conditions. Et au bout de 91 jours, ce qui représente à peu près une année en conditions tempérées, on aura près de 40% de l'azote total qui sera minéralisé et donc qui aura été disponible aux plantes. Donc voilà, les cinétiques, c'est vraiment des analyses qui permettent de bien comprendre comment le produit au champ peut se comporter. Après, ça dépend des conditions aussi d'épandage, des conditions climatiques, etc. Mais ça donne au moins le potentiel du produit. Et si on regarde les deux, donc en ordonnée, vous avez l'azote et en abscisse, vous avez le carbone. Plus vous allez être en haut du graphique, plus on est sur des éléments qui apportent des nutriments, de l'azote. Là, on est autour de 50% de l'azote qui est minéralisé. Plus vous êtes à droite, plus on apporte du carbone énergétique à la biomasse du sol. Et plus vous êtes vers le zéro, plus c'est plutôt un amendement, donc de la matière organique stable et moins d'effet en apport de nutriments et en apport pour la biomasse du sol. Voilà, donc les engrais, c'est vraiment généralement en haut à droite qu'on va les retrouver. Juste pour rester sur les cinétiques, donc c'est quand même des analyses qui, pour les producteurs, sont assez coûteuses. Donc, ce n'est pas des analyses qui sont faites souvent, mais nous, au sein de Valorgal, on a beaucoup conseillé nos adhérents pour faire ces analyses. On a pas mal de produits où ces analyses-là sont en cours et seront disponibles sous peu. Donc, c'est intéressant d'aller voir les producteurs pour savoir si ces analyses existent et si elles ont été faites, quels sont les résultats. Alors, autre caractéristique d'intérêt, c'est les coefficients équivalents engrais. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et là, par contre, ça va vraiment mesurer la part d'éléments qui va réagir comme un engrais minéral. On n'est pas non plus très loin des cinétiques, mais c'est des choses qui, là, sont vraiment déterminées au champ de manière expérimentale en métropole, donc sur des choses de longue durée, donc pas forcément reproductibles à l'échelle d'un fournisseur de produits organiques. Mais ça permet quand même d'avoir des tables de référence et de se retrouver dans ces tables-là. Donc là, je vous ai mis un exemple de table de référence. CE pour coefficient équivalent et engrais. Et après, c'est N pour azote, P pour phosphore, etc. Donc, on voit que l'azote, donc en haut du tableau, on a des gammes de valeurs très différentes. Pour les composts, on sait qu'on est à peu près à 10%, compost de fumier. On peut être à moins que ça. Hein, donc, on a vraiment de l'azote qui n'est pas disponible, qui ne va pas être minéralisé. Par contre, pour certains engrais, on peut monter jusqu'à 60%. Pour le phosphore, ce que je vous disais au début, en fonction du type de produit, il peut être disponible tout de suite. C'est le cas, par exemple, des fumiers, de bovins, des choses comme ça. Ou alors, il peut être disponible, en fait, entremêlé dans la matière organique et donc pas disponible tout de suite et disponible qu'à 65%. Tout ce qui est potassium, magnésium et calcium, pour toutes les matières organiques, c'est disponible tout de suite à 100%. Voilà pour les éléments un peu de caractéristiques des produits. Maintenant, je vais vous présenter les différents produits, enfin, les différents engrais organiques locaux. Donc, en commençant par les boues séchées. Donc, les boues séchées, c'est issu du traitement des eaux usées par séchage thermique. Donc, c'est vraiment un process qui permet d'aller hygiéniser les boues, de les sécher, d'avoir un produit très sec. C'est produit au niveau de la ZAC Panda.
Au niveau de ses caractéristiques, donc ça a 7% d'azote, 6% de phosphore et très peu de potassium, un C sur N d'à peu près 6,3. Et là, je vous ai fait un petit peu les calculs. Et une tonne de produit, donc si j'apporte une tonne de matière brute au champ, j'apporte 900 kg de matière sèche, donc c'est très sec, très concentré, 788 kg de matière organique, dont près de 400 sont stables, donc ça c'est l'ISMO. Et j'apporte aussi quelques kilos de calcium et quelques kilos de magnésium. Et si je regarde après les oligo-éléments, on vous les a mis en ppm ou alors en grammes par tonne, bah on voit qu'on apporte un peu de cuivre, un peu de molybdène, un peu de bore, un peu de manganèse. Après, les teneurs, enfin les chiffres en tant que tels sont vraiment à mettre en référence avec le type d'éléments, parce qu'on a des éléments qui sont utiles à très très faible dose et d'autres moins. Donc voilà un petit peu les résultats qu'on peut avoir avec ce type de produit. Les cinétiques de minéralisation, je ne les ai pas encore, mais c'est ce que je vous disais, elles sont en cours d'analyse, donc on les aura d'ici la fin de l'année. Donc comme ça, on pourra mieux aussi positionner le produit. Et dans la biblio, les coefficients engrais, équivalent engrais pour les boues séchées, c'est un coefficient engrais pour l'azote de 0,5, le phosphore de 0,6 et tout le reste de 1. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'apporte 200 kg d'azote total avec ce produit, j'en aurai 100 disponibles la première année. Et donc, ce que je vous disais, c'est produit à la ZAC Panda. Et donc, on a une production annuelle de 400 tonnes. Je ne sais pas si David est là et si tout à l'heure, il voudra présenter un peu plus son produit. Il vient d'arriver. OK. Deuxième produit local, donc la farine de poisson. Donc, c'est quelque chose de poudreux issu de la cuisson des déchets de la pêche hauturière et qui est broyé finement et mis sous forme de farine. Donc, au niveau NPK, on a quelque chose qui titre fort en azote, avec 10% d'azote, 8% de phosphore, très peu de potassium. De manière générale, les produits organiques, ils ont très peu de potassium. Et un C sur N de 3,6. Je vous ai remis aussi les calculs. Une tonne de produits, une tonne de farine de poisson va apporter 927 kg de matière sèche. Donc, pareil, c'est très sec, très concentré. Et 730 kg de matière organique. Pas mal de calcium, donc ça peut être intéressant si vous avez besoin de racheter du calcium dans vos sols. Très peu de magnésium en rapport avec le calcium. Et pour les oligo-éléments, je vous ai mis aussi pareil ce que ça peut apporter. Et donc à nouveau, c'est un produit où les cinétiques de minéralisation sont en cours, donc on les aura aussi prochainement pour pouvoir mieux positionner le produit selon les besoins des plantes. Et on est sur une production annuelle de 300 tonnes. Et donc, on a le fournisseur avec nous aujourd'hui, Charles. Donc, si tu voudras, après, Charles, le présenter rapidement sur la partie questions-réponses. Autre engrais, alors là, qui est plutôt liquide, c'est la vinasse. Donc, ça, c'est le résidu de tout ce qui est distillerie pour la production de rhum. Donc, c'est produit par Terre du Sud, donc au Mont d'Or. Donc, en ce moment, c'est plus produit, mais sinon, c'est quelque chose qui est disponible aussi. C'est très liquide, donc très peu concentré. Et ce qui est vraiment important, enfin intéressant avec la vinasse, c'est justement le potassium. Et c'est le seul produit organique local qui est quand même assez riche en potassium. Et comme c'est très liquide, une tonne de produit, vous le voyez, apporte que 56 kg de matière sèche, donc 49 kg de matière organique et 2 kg, enfin près de 3 kg de potassium. Je vous ai mis les oligo-éléments que j'avais également. Donc, c'est aussi un produit qui est quand même intéressant à aller ramener au sol, notamment sur les cultures de canne à sucre qui exportent pas mal de potassium, d'aller remettre ça pour le refournir au sol. Et on voit que en azote, c'est un coefficient engrais très faible, donc c'est un produit qui est très stable, donc l'azote ne sera pas disponible. Déjà, il n'y en a pas beaucoup et en plus, il ne sera pas disponible. Par contre, le phosphore le potassium sera 100% disponible. Et on est sur une production annuelle, quand tout va bien, autour de 200 mètres cubes par an. Je vous ai rajouté des petites diapos sur les effluents d'élevage pour pouvoir les positionner aussi par rapport à nos engrais locaux. Donc, par exemple, si on parle de fientes de poule, on a des NPK de donc 2% d'azote, 2% de phosphore, 1% de potassium. Des C sur N un peu plus élevés que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc autour de 5. Et là, une tonne de produit, c'est moins concentré, vous le voyez, va apporter 300 kg de matière sèche, dont 225 kg de matière organique. Plutôt du calcium par rapport à du magnésium, donc intéressant pour la partie calcium aussi. Et je vous ai mis les oligo-éléments.
Un point d'attention pour les effluents d'élevage, notamment les fientes, c'est que 63%, en tout cas 2/3 de l'azote est sous forme NH4+, et le NH4+, c'est la forme la plus volatilisable. Enfin bref, volatile, merci. Donc il y a des gros risques de perte par volatilisation en fonction de la modalité d'épandage. Donc ça contient 2% d'azote, mais beaucoup de cet azote est certes disponible rapidement aux plantes, mais aussi potentiellement perdu assez rapidement, quoi. Et je vous ai mis les coefficients équivalents engrais aussi pour l'azote de 0,6, donc issu des tables de référence. Et le lisier de porc, donc c'est très aqueux, enfin très riche en eau, donc moins riche en éléments fertilisants, enfin moins concentré, on va dire. Donc 0,3% d'azote, 0,2 de phosphore et 0,3 de potassium, un C sur N de 4,8. Et là, à nouveau, comme c'est très liquide, 1 tonne de produit apporte 46 kg de matière sèche, dont 35 kg de matière organique, un petit peu de calcium. Et à nouveau, je vous ai remis là ce qu'on a trouvé dans le guide de la fertilisation organique à La Réunion. 60% de l'azote est disponible sous forme ammoniacale. Et donc, en fonction des conditions atmosphériques, vous allez avoir vraiment des pertes potentielles importantes par volatilisation. Et ça, c'est d'autant plus vrai en conditions avec un vent fort, des températures élevées et en fonction des techniques d'épandage. Si on épand avec sans enfouir au sol, on a plus de chances de le perdre qu'en injectant au sol et au sol. Donc, la façon dont vous épandez ce type aussi d'effluent a vraiment un impact important. Et je n'ai pas les oligo-éléments parce que je n'ai pas ces données-là en local sur le lisier de porc. Je vais faire un petit aparté rapidement sur les biostimulants, parce qu'on n'a pas du tout de webinaire dédié à ça, mais un petit peu pour en reparler. Donc, par rapport à ce qu'on avait dit au dernier webinaire, un biostimulant, son objectif, c'est vraiment d'aller stimuler les process naturels des plantes ou du sol. C'est un peu l'image du probiotique qu'on peut prendre pour nous. Donc, son rôle, c'est pas d'apporter de l'élément nutritif, mais c'est par contre de renforcer la santé des plantes, sa capacité à aller explorer le sol, ça et la biomasse microbienne aussi du sol, parce que ça va apporter un peu quand même d'éléments pour la stimuler. On en a 2 en local. Donc, on a le biostimulant de poisson qui est produit sur l'IFU. Donc, je vous ai mis aussi les données avec ce qu'apporte 1 tonne de produit. Donc, c'est quand même quelque chose là qui a titre de manière assez importante en azote. Donc, ça apporte quand même un peu d'azote. Et ça apporte aussi d'autres éléments, et notamment des oligo-éléments. Et à utiliser en dilution entre 1 et 5%. Et deuxième biostimulant local, c'est le lombrité. Donc, ça, c'est issu de la dégradation des matières par des vers de compost, et on en récupère du jus qui est du lombrité, qui est un produit avec un pH beaucoup plus basique et qui apporte aussi un petit peu d'éléments nutritifs et des oligo-éléments, et surtout va apporter de la biomasse microbienne aussi, avec les préconisations d'utilisation avec une dilution d'1 dixième tous les 15 jours. Voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver. Et donc, toutes ces informations, où est-ce que vous pouvez les retrouver? Généralement auprès du fournisseur. Quand vous avez un fournisseur de produits organiques au sens très large, vous pouvez demander ce type d'informations. Nous, ce qu'on a fait pour nos adhérents, c'est qu'on a fait un premier guide l'année dernière qui permet de centraliser l'ensemble des infos sur 10 produits locaux. Et on est en train, avec nos partenaires, de mettre à jour ce guide, et donc il sera disponible début décembre, avec notamment plus de produits, dont la farine de poisson qui n'était pas là l'année dernière, et plus d'infos sur les produits déjà existants. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet pour avoir accès à ces infos. Et une petite carte un peu des fournisseurs de produits locaux. Donc, c'est pareil, elle est disponible de manière interactive sur notre site pour voir un peu en fonction de où vous vous situez, qui produit autour de vous, que ce soit des amendements, des engrais, etc. Donc, quand vous cliquez sur les différentes icônes, vous avez le nom du fournisseur, ce qu'il produit, les quantités, le téléphone, pour pouvoir plus facilement aussi retrouver les informations. Et à nouveau, pour tout ce qui est produits organiques locaux, il y a des aides de l'agence rurale pour tout ce qui est agriculteur ou personnes qui exploitent un minimum 25 ar de surface. Donc, vous avez vraiment ces aides que vous pouvez aller actionner auprès de l'agence rurale, où c'est vraiment très intéressant parce que c'est à hauteur de 50% du prix d'achat, dans la limite de 500 000 francs par bénéficiaire ou par an. Mais sur présentation des factures, vous faites rembourser au niveau de l'agence rurale. Donc, c'est vraiment intéressant pour avoir des produits organiques qui soient compétitifs du coup, et en allant chercher ces produits au niveau local. Je vous ai remis ce qu'on avait déjà présenté, enfin ce que Nicolas avait présenté au webinaire sur les amendements organiques, sur le matériel d'épandage, pour que vous ayez l'info.
On ne va pas revenir de manière exhaustive sur les diapos parce qu'on vous l'a déjà présenté, donc je vous invite à regarder le webinaire pour revoir ces éléments-là. Je vous les laisse si vous voulez télécharger les diapos à la suite du webinaire, comme ça vous avez quand même l'ensemble des informations. Mais en gros, sur le matériel d'épandage, pour tout ce qui est liquide, on a les tonnes à lisier. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, pour tout ce qui était lisier ou effluent d'élevage, en fonction du type de tonne à lisier, si elle est enfouisseuse ou non, vous avez plus ou moins de potentiel de perte d'azote. Les épandeurs pendulaires pour tout ce qui est adapté, pour tout ce qui est boue séchée, pellettes, voilà. Les épandeurs centrifuges à tapis, pareil, ça peut être intéressant pour tout ce qui est gypse, boue séchée et notamment un peu farine. Donc la farine de poisson aussi, ça peut être compatible. Et les épandeurs à nappe, tout ce qui est poudreux, farine, donc notamment la farine de poisson. Et ce que disait Nicolas la dernière fois, c'est qu'il existe des tout petits modèles aussi adaptables, notamment pour les maraîchers. Et là, je vous ai mis une dernière photo d'un épandeur à engrais avec tapis où, pareil, on avait fait des essais. Et donc, c'est bien compatible aussi avec l'épandage de boue. On avait testé avec ça et ça marchait très bien. Et à nouveau, quel que soit le produit à épandre, faire un essai avant de se lancer, faire un étalonnage. Et vous avez la PMA à point bout qui est disponible pour discuter de tous ces éléments plutôt techniques sur le matériel. Donc, ne pas hésiter à les contacter. Je vais prendre 10 minutes pour un petit retour d'expérience sur l'utilisation des engrais organiques locaux. Donc, on avait mené dans le cadre de Protège un essai de fertilisation organique sur fourrage en 2 sites, un premier sur Nessadio et un deuxième sur Caracaté, donc vraiment production de foin. Et on avait comparé différents produits organiques locaux, et là on va parler des boues séchées, et on avait comparé ça avec pas de fertilisation notamment et de la fertilisation minérale. Ce qu'on s'est rendu compte au niveau agronomique, au niveau des fourrages, c'est qu'on avait des fourrages de meilleure qualité, avec une meilleure digestibilité et plus riches en éléments minéraux, donc qui peut être intéressant pour tout ce qui est alimentation animale. Et pour les sols, on apporte de la matière organique via la fertilisation organique qui permet de compenser les exportations et qui va stimuler la vie biologique des sols. Donc, on avait fait 2 types d'apports de boue séchée en fonction des parcelles. On avait fait un premier apport de 200 unités d'azote, donc on avait un peu chargé, et un second apport de 140 unités d'azote. Je vous ai mis dans le petit tableau en bas les quantités en termes d'azote total et d'azote assimilable, ce que ça donnait. Donc, on s'était basé sur l'azote assimilable pour les unités pour comparer avec la fertilisation minérale. Et du coup, les quantités apportées, par exemple, on a apporté 6,5 tonnes de boue séchée. Et ça apporte 4 tonnes de matière organique. En apportant 4,5 tonnes, on en apporte quasiment 3 tonnes aussi. Donc, c'est vraiment des éléments importants à prendre en compte quand vous allez apporter des produits organiques. C'est qu'on n'apporte pas juste du NPK, on apporte aussi tout ce dont je vous ai présenté, de la matière organique, des oligo-éléments, etc. Si on regarde un peu les résultats économiques par rapport à la fertilisation minérale qui était du 3x17 et de l'urée, pareil pour apporter la même dose d'azote, pour les 200 unités d'azote à Nessadio, donc on voit que les quantités ne sont pas les mêmes, parce qu'une fertilisation minérale, c'est beaucoup plus concentré, donc on n'apporte pas du tout les mêmes quantités. En termes de coût d'achat, on n'était pas si loin, donc là, c'est hors aide. Et on voit, par exemple, pour la fertilisation minérale, on était près de 86 000 et les boues autour de 130. Et donc, si on va chercher le levier des aides de l'agence rurale, on n'est plus sur le même rapport en termes de coût. Et après, un coût de transport plus élevé pour les boues séchées parce que plus de volume. Et donc, un coût total de quasiment x2. Mais à nouveau, ça, c'est sans prendre en compte les aides disponibles. Et si on avait les 50% de l'agence rurale, on serait quasiment kiff-kiff en fait en termes de fertilisation. Donc, pour rappel, là, on a quand même beaucoup chargé en azote. On ne préconise pas forcément d'aller mettre ces quantités-là de boues séchées. C'était vraiment dans le cadre de ce test. Et le deuxième apport qui était sur Caracaté, donc aussi plus proche du fournisseur, donc avec un coût de transport plus faible, là, on voit qu'on est à peu près équivalent hors aide, que ce soit les boues séchées ou la fertilisation minérale. Et en allant chercher les aides de l'agence rurale notamment, on peut vraiment être compétitif. Je vous ai présenté un peu rapidement, mais tous ces résultats-là, ils sont vraiment disponibles sur des fiches détaillées qu'on a faites dans le cadre de Protège sur notre site internet. Donc, pas hésiter à aller les consulter pour plus d'informations. Et en tout cas, on avait fait une journée technique dans le cadre de la charte bovine, d'ailleurs, en partenariat avec la province, la chambre. Et on avait pu voir un peu la parcelle. Donc là, on avait 3 modalités, non fertilisée en haut, zone fertilisée avec les boues au milieu
Et on a mis du co-compost à droite et la photo est trop petite, mais encore plus à droite, c'est la partie minérale. Et on voyait quand même que les plants n'étaient pas forcément au même stade, qu'on n'avait pas la même biomasse et du coup pas du tout la même résultat sur la pousse entre la partie notamment non fertilisée et la partie fertilisée avec les boues séchées. On n'a pas du tout obtenu la même chose. Donc, à nouveau, d'ailleurs, on était dans les parcelles il n'y a pas si longtemps pour faire des tests sur les sols et au niveau de tout ce qui était activité du sol qu'on a mesuré via le carbone énergétique, on n'avait pas non plus les mêmes résultats. Donc, on va faire plus avec un engrais organique que juste nourrir la plante. Et ça, c'est des images à caricater où on avait juste une parcelle non fertilisée et une parcelle fertilisée. Ou pareil, en termes de biomasse et de pousse, on n'a pas du tout eu la même réponse. On voit peut-être mieux sur cette photo-là. On avait quasiment le double avec l'apport de boue séchée. Autre petit retour d'expérience, c'est là, on est en test avec la Décale Technopole, donc un ESADIO également sur du maïs. Et là, donc, je n'aurai pas les résultats à vous présenter aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas encore récolté, donc on aura les résultats sous peu. Mais comme ça, vous savez que ça existe. On essaye là 4 produits différents. Donc, pareil, une fertilisation minérale, une fertilisation organique importée. Et après, on va comparer la farine de poisson toute seule, les boues séchées seules et du compost, co-compost de boue déchets verts et un mélange farine de poisson co-compost. Et du coup, là, on s'est lancé dans un essai sur 2 ans où on apporte à peu près 100 unités d'azote par an, quel que soit le type de produit. Et là, on va avoir les premiers retours sur maïs. Ensuite, il y aura un couvert pour l'été et à nouveau un maïs l'année prochaine. Donc, ça va permettre de fournir aussi des données plus importantes sur le type de produit sur ces cultures-là. Et je voulais profiter de ce webinaire pour vous présenter un projet qu'on mène avec la Chambre et qu'on va mener avec la Chambre d'agriculture, financé par l'ADEME avec un appel à projet qui s'appelait Agricare, où là, on va lancer des essais de fertilisation organique et en comparaison avec du minéral sur les filières grandes cultures et maïs. Et l'objectif, c'est vraiment de faire de la démonstration et du transfert professionnel sur les aspects technico-économiques, donc que ce soit le type de matériel pour épandre, les doses à apporter, les résultats en termes de biomasse, de qualité, sur les sols aussi, et d'aller voir tous ces aspects-là dans 5 sites, et d'aller mesurer aussi et comparer tout ce qui est bénéfices environnementaux en fonction du type de fertilisation, et notamment les pertes par volatilisation de l'azote et ses impacts du coup sur l'environnement derrière. Donc là, la cible, ce que je vous ai dit, c'est production de fourrage et grandes cultures. On est parti sur 2 ans, donc 2025-2026. Et du coup, on a déjà 2 sites préidentifiés que sont la Chambre à Nessadiou et le lycée Michel Rocard à Pointe-Boute. Et on recherche en tout cas 3 producteurs de fourrage ou grandes cultures maïs pour faire ce essai-là. Donc voilà, si vous avez un petit peu des envies aussi ou vous connaissez des gens qui seraient intéressés, ça peut être l'occasion de faire du lien pour qu'on lance ce projet ensemble. Moi, j'en ai fini. Je vais peut-être juste laisser la parole à Charles, si tu veux rapidement présenter la farine de poisson et David après. Et ensuite, si vous avez des questions. Mais sinon, David, est-ce que tu veux commencer pendant que Charles règle ce problème technique? Et j'espère que vous m'entendez. Ouais, super. Non, je sais qu'en fait, par rapport à ce que tu as dit, tu as été plutôt complète dans la description des bouts. Moi, ce que je voudrais plus présenter, c'est un peu dire aux gens en fait qui sont capables de venir quand ils veulent sur notre site pour pouvoir visiter, qu'on est vraiment ouvert à discuter, même s'ils ont des tests qu'ils souhaitent réaliser pour les aider aussi dans ces voies-là. Aujourd'hui, l'utilisation des bouts, elle est sujette en fait à des contraintes réglementaires, mais suivant en fait les projets de certains ou autres n'ont pas vraiment de complexité. Donc on parle de plan d'épandage, il faut savoir que c'est ES Service qui s'occupe de tout. Pour l'agriculteur, en fait, c'est quelque chose de transparent et qu'on fait pour lui. Il y a des analyses de sol, etc. Mais on est capable aujourd'hui, pareil, d'essayer d'en retrouver plutôt antérieures, de la donnée concernant les sols utilisés, etc. pour éviter parfois certaines analyses. On a des simples conventions qu'on fait signer entre l'agriculteur, l'utilisateur et nous, qui cadrent uniquement pareil des méthodologies pour respecter en fait chacun sa part de travail. Nous, c'est tout le respect réglementaire.
le respect de ce qu'on traite, le respect de nos normes en rejet, etc. Tous les résultats d'analyse qu'on fournit et qu'on transmet. Pour l'agriculteur, c'est plus en fait uniquement pour suivre un peu ce qu'il met en place sur ses parcelles. S'il rajoute tel ou tel engrais, juste de nous le signaler, bon, des choses comme ça. Et après, on parle peut-être de contraintes de délai, de distance. Ça, pareil, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de proposer aux clients, c'est des matériaux qui sont quasi 100% hygiénisés pour limiter toutes les contraintes en termes de délai. Les distances, on a un matériau qui est stable. Pareil, on vend uniquement quelque chose qui est stabilisé. Donc, on a des contraintes de distance envers des cours d'eau ou points de captage qui sont vraiment réduites. Et pour tout ce qui est hygiénisation, ça concerne quelques rares filières. Là aussi, pour l'instant, nous, on propose un produit qui est hygiénisé au sens strict de la norme. On peut aller plus loin pour certaines demandes, mais qui sont pas pour l'instant un problème pour ES Service pour proposer ce type de produit. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire, nous, sur les boues séchées. C'est vrai que c'est quelque chose qui met du temps. On est content des premiers retours qu'on fait avec les différentes études qui sont mises en place, à la fois par Valorga, la Chambre et la province. Donc on espère que ça continue dans ce sens-là et que l'opinion sur les boues séchées change un peu. On est loin de toutes les problématiques qu'on peut entendre sur les boues séchées, que ce soit les micro-organismes pathogènes, que ce soit les problèmes d'antibiotiques. On a des réponses, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur ces sujets-là et qu'on peut apporter justement suivant les questions qu'on nous pose. Donc on essaye d'être transparent, notre conformité aussi, elle est transparente et on essaye d'avancer comme ça. Merci David. Peut-être Charles, si tu arrives à activer ton micro et après on prendra les questions. Oui, je crois que j'ai réussi. Vous m'entendez? Oui, parfait. Alors, oui, la farine de poisson, on a commencé début 2024. On était surtout parti sur de l'alimentation animale qui prend très bien, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un intérêt pour l'utilisation en engrais organique et on a eu d'assez bons retours des premières personnes à qui on avait donné des sacs pour qu'ils fassent des essais. Donc le format Big Bag de 500 kg était assez compliqué. Du coup, on s'est mis à faire récemment des sacs de 20 kg, un peu plus pratique pour les essais. Donc on a quelques personnes qui sont venues chercher des sacs pour du maraîchage, pour des utilisations diverses en fait. Donc moi, là, j'attends les retours pour savoir les méthodes d'épandage, les résultats qu'ils ont obtenus. Hum, Je vous fais quelques recommandations, mais j'attends surtout des retours d'expérience. Et voilà, on a un produit qui se stocke assez longtemps, donc on peut avoir au moins 3 mois, entre 3 et 6 mois de stockage dans les sacs. Donc on n'a que du poisson dans la farine, on récupère les déchets du secteur professionnel et on le broie, on le sèche et on les met en sachet. Donc voilà, on n'a que du poisson dans les sacs et on a très bons résultats pour l'instant. Merci Charles. Je propose qu'on clôture ce webinaire et du coup, comme d'habitude, on vous propose de rester parmi nous et de nous rejoindre le 12 novembre prochain donc pour le 6e webinaire qui sera sur comment on fertilise avec un engrais organique, donc comment on calcule des apports avec les engrais organiques. Donc, ça complète un peu ce qu'on a dit là. Et je vous invite vraiment à vous inscrire, à nous suivre et à être parmi nous à cette prochaine date.